Jardinage, permaculture, biodiversité, avenir. Bienvenue sur les podcasts 100% nature et jardin de Rustica. Bonjour Pierre. Bonjour Patricia. Aujourd'hui, dans ce nouveau podcast, nous allons parler d'un sujet qui fait rêver. On part à Babylone et on va parler d'aménagement de jardin sur toit. Oui, ce sont effectivement des terrasses qui font plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de mètres carrés. Ce sont de véritables jardins suspendus. On va les trouver effectivement au dernier étage d'un immeuble. C'est très souvent des espaces assez vastes, assez grands, avec des vues très très dégagées. Et donc c'est des espaces qui sont très plaisants à aménager. Est-ce que vous pourriez nous définir ce que c'est qu'une terrasse sur toit ? Alors sur toit, en fait, ce sont des terrasses qui sont au dernier étage très souvent et qui bénéficient d'un espace très vaste, qui bénéficient aussi d'une vue très importante sur des monuments lorsqu'on est en ville. Ça peut être aussi lorsqu'on est à la campagne des paysages comme la montagne ou la mer. Et donc ce sont des éléments qui sont intéressants à prendre en compte. Et puis ce sont des espaces très vastes que l'on va pouvoir aménager un petit peu comme une maison. Il va y avoir différents types d'espaces, un coin repas, un coin repos, un coin pour se détendre ou pour que les enfants puissent jouer. Alors je suppose que ces terrasses-là, ces jardins suspendus bénéficient d'un environnement idéal ? Ah, c'est complètement idéal parce qu'effectivement au dernier étage, imaginez, il n'y a pas de vis-à-vis, donc on est en plein soleil, plein sud, plein ouest, plein est. C'est extrêmement intéressant, mais attention, lorsqu'on est sur les étages supérieurs, il y a aussi beaucoup plus de vent. Il y a du vent, mais il y a aussi des réglementations. Il y a du vent et des réglementations, effectivement. Et la réglementation, on va s'en référer, on va consulter le règlement de copropriété qui, effectivement, va donner quelques indications sur la manière dont on va pouvoir aménager cette terrasse, les espaces qui vont pouvoir être aménagés, installés avec des bacs, éventuellement des treillages, des pergolas. Et puis surtout, il y a peut-être aussi des servitudes, c'est-à-dire que pour pouvoir accéder à l'étanchéité, surveiller les évacuations d'eau pluviale, surveiller aussi les bouches d'aération, les techniciens de l'immeuble doivent pouvoir accéder sur cette terrasse. Donc très souvent, on a la jouissance de la terrasse, mais on n'en est pas entièrement propriétaire. Alors Pierre, maintenant que vous nous avez donné ces éléments importants avant de se lancer, quelles sont les étapes à suivre pour végétaliser un jardin sur toit ? Alors la première chose, on va utiliser des contenants. Des contenants, c'est ce qui va nous permettre de cultiver les végétaux. Et là, on a une gamme de contenants très importante. Et puisqu'on a de la place, on va pouvoir utiliser des bacs de grande dimension, des grands pots. On va même pouvoir, dans certains cas, rassembler plusieurs bacs pour créer un véritable massif, un petit peu comme si on était dans un véritable jardin. Et puisqu'on a des pots avec beaucoup de place, avec un volume important, on va aussi pouvoir cultiver des végétaux beaucoup plus volumineux, des arbres, des conifères, des végétaux qui ont une emprise, une ampleur beaucoup plus importante que de simples arbustes. Alors j'imagine qu'avec cet espace, on peut aussi s'amuser, installer du mobilier ? Alors tout est possible, Patricia. On va pouvoir aménager, comme on le disait, cette grande terrasse comme un appartement, comme une maison. On va pouvoir dédier des pièces à des fonctions particulières. Et entre chacune de ces pièces, on va fractionner l'espace avec des végétaux, avec des bacs et des végétaux. On aura un espace pour se détendre. On va pouvoir installer du mobilier de jardin, du mobilier de salon. On aura peut-être un espace pour recevoir des amis et déjeuner avec une grande tablée. Et à côté de ça, on aura peut-être un coin cuisine avec un barbecue, avec peut-être un évier d'extérieur pour pouvoir cuisiner à l'extérieur. Et puis pour les enfants, il y aura aussi des espaces qui leur sont réservés avec pourquoi pas une table de ping-pong, un bac à sable et puis pourquoi pas même des jeux d'eau, un petit bassin, une petite piscine pour que les enfants puissent se dégourdir pendant l'été. Pour ces espaces comme ça, aux quatre vents, que fait-on du voisinage ? Alors le voisinage peut être présent, effectivement. Il peut y avoir des pignons, il peut y avoir des immeubles un peu plus hauts. On va s'en protéger avec des treillages, des pergolas, des claustras. Mais ce qui est très important sur une terrasse au dernier étage, c'est que très souvent on a des vues à préserver. Et donc quand on aménage sa terrasse, on va définir les espaces qui seront des espaces plantés, qui vont permettre de se protéger d'un vis-à-vis, des espaces qu'on va laisser libres pour justement avoir une vue sur l'horizon. Est-ce qu'on peut choisir, en dehors des plantes qu'on va mettre sur cette terrasse, le sol sur lequel on va marcher ? Ça peut être intéressant sur une terrasse de grande envergure, de varier les matériaux que l'on utilise pour les revêtements de sol. Effectivement, certains espaces, comme par exemple le coin où on va se détendre, sera peut-être un espace où on utilisera du bois, un plancher en bois ou des caillebotis parce que c'est beaucoup plus chaleureux. En été, imaginez, vous mettez une serviette, vous pouvez vous mettre dessus. En revanche, pour les espaces qui sont utilisés comme par exemple le coin repas ou le coin cuisine, on va utiliser des matériaux qui sont beaucoup plus résistants, notamment
notamment aux graisses qui risqueraient d'être projetées lors d'une grillade, par exemple. Et donc là, on va utiliser de la céramique, on va utiliser des dallages qu'on va pouvoir léver beaucoup plus facilement que si c'était du bois. Et puis dans certains cas, on va pouvoir aussi varier les niveaux. En utilisant une terrasse en bois, on va pouvoir faire des podiums, des banquettes qui permettront effectivement d'avoir des niveaux un petit peu différents et d'avoir des fonctions aussi un petit peu différentes. Alors vous parliez un petit peu avant du vrai mini-jardin que ça peut devenir. Comment vous pourriez nous conseiller pour faire le choix des végétaux? Alors le choix des végétaux, on va se retrouver avec une gamme qui est assez importante et qui finalement est une gamme assez proche de celle que l'on va utiliser dans un jardin. On va avoir évidemment les plantes assez basses, les plantes fleuries, les aromatiques, les graminées, des plantes qui vont effectivement agrémenter, fleurir cette terrasse. On va avoir ensuite une strate végétale un peu plus importante avec des arbustes d'ornement, notamment des arbustes à floraison printanière, estivale ou des arbustes à feuillage persistant. Et puis ce qui est intéressant, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, il y a de la place, les contenants sont beaucoup plus grands, on va pouvoir utiliser des végétaux beaucoup plus volumineux, des conifères, des arbres fruitiers, pourquoi pas. Et dans certains cas, on pourra même, dans un coin de la terrasse, réserver un espace totalement dédié à un potager avec la culture de certains légumes et des plantes aromatiques. Alors qui dit potager, plantes, jardin, dit entretien? Oui, effectivement, lorsqu'on a une terrasse d'une grande envergure, eh bien, c'est une terrasse qui demande beaucoup d'entretien. On est assez proche du temps qu'il faut passer dans un jardin traditionnel. Donc, il faut effectivement, lorsqu'on aménage une terrasse de grande ampleur, se préparer et y passer beaucoup de temps pour l'entretien de cette terrasse. Et du coup, j'imagine qu'il faut aussi fertiliser. Fertiliser les végétaux qui sont cultivés en bac, puisqu'effectivement, toutes ces plantes sont cultivées dans des contenants. Le système racinaire, au bout d'un moment, a colonisé l'intégralité du substrat et donc il s'appauvrit. Il va falloir régulièrement apporter de l'engrais pour maintenir toute cette terrasse en végétation. Alors on va le faire au printemps, au mois de février-mars, à la sortie de l'hiver. On va refaire un deuxième apport d'engrais au mois de mai-juin et puis on fera peut-être un troisième apport à la fin de l'été pour véritablement soutenir la végétation et la floraison de tous ces arbustes. Et un point important, Pierre, qu'en est-il de l'arrosage? C'est capital, Patricia, l'arrosage. C'est ce qui va permettre aux végétaux de pousser, de se développer. Lorsqu'on aménage une terrasse de cette envergure, il faut s'assurer qu'il y ait un robinet ou plusieurs robinets qui vont acheminer l'eau sur cette terrasse. À partir de ces robinets, on va installer un système d'arrosage automatique avec des programmateurs. Alors, ce sont des systèmes extrêmement simples, très fiables, que l'on peut installer soi-même. Il s'agit de réseaux d'arrosage goutte à goutte que l'on va installer au pied de chacun des arbustes de manière à apporter l'eau régulièrement et subvenir aux besoins en eau des plantes. Le tout sera géré par un programmateur, ce qui permettra effectivement de pouvoir partir en week-end ou en vacances, l'esprit libre. C'est bien d'avoir un jardin sur un toit, beaucoup d'espace, mais il faut tailler, nettoyer. Et oui, puisque, comme on le disait, il y a beaucoup de végétaux. Ces végétaux vont prendre de l'ampleur, ils vont se développer. Il va donc falloir limiter, maîtriser leur développement. Alors tout d'abord, pour pouvoir continuer à utiliser l'intérieur même de la terrasse, pour ne pas que les végétaux empiètent sur les espaces à vivre, et puis aussi pour sécuriser toute la partie périphérique de la terrasse, pour éviter que des feuilles ou des branches n'aillent au-delà de la balustrade pour gêner éventuellement les étages inférieurs. Et donc c'est un entretien que l'on va faire régulièrement. Ça va être des tailles au printemps ou à l'automne, ça va être aussi le ramassage de feuilles, suppression des brindilles sèches, etc. Donc c'est vraiment un entretien qui est constant. Et j'imagine qu'une surface comme ça apporte quand même beaucoup de déchets. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces déchets? Alors sur ce type de surface, effectivement, les feuilles, les brindilles, les branches, il va falloir les évacuer. Alors soit on les met aux déchets verts au bas de l'immeuble, mais c'est vrai que ça va nécessiter pas mal de va-et-vient, de manipulation. La solution, lorsqu'on a une grande terrasse, c'est de réserver un espace pour une zone de compostage. On va installer 1 ou 2 composts qui vont permettre de déposer les feuilles, les brindilles, de les décomposer progressivement pour produire une matière organique, un paillis, que l'on va pouvoir ensuite redéposer à la surface des bacs et qui va apporter un fertilisant naturel. Alors je suppose qu'on peut avoir la main verte, être passionné du jardin, entretenir son jardin tout seul, mais si on manque de temps, est-ce qu'on peut faire appel à une entreprise extérieure? Alors ça peut être conseillé lorsqu'on a une grande terrasse, parce qu'effectivement on n'a peut-être pas forcément le temps ou la compétence pour entretenir tout l'ensemble de ces végétaux, et faire appel 1 ou 2 fois par an à une entreprise, ça va permettre effectivement d'effectuer des travaux un petit peu plus périlleux, un petit peu plus dangereux, et puis surtout de faire appel à un professionnel qui va apporter son expertise et sa compétence pour pouvoir continuer à faire vivre cette terrasse comme si c'était un véritable jardin. Alors je suppose que qui dit jardin sur toit dit vérification assidue.
Vérification assidue, alors d'une part, effectivement, des parasites et des maladies qui pourraient se développer sur la terrasse. Donc ça, c'est important. Régulièrement, lorsqu'on sillonne, lorsqu'on utilise sa terrasse, eh bien, de surveiller les arbustes, leur feuillage, de détecter et d'identifier les parasites et les maladies qui pourraient se développer et d'intervenir en conséquence. Mais vous avez raison de souligner que sur une grande terrasse, il va falloir surveiller et y vérifier notamment tout ce qui concerne l'étanchéité. S'assurer que les racines qui, au travers des trous de drainage installés sur les bacs, n'aillent pas visiter l'étanchéité ou dégrader l'étanchéité. Enlever par exemple les feuilles et les brindilles qui viendraient s'insérer entre les bacs ou qui viendraient s'insérer dans certains endroits de la terrasse et qui pourraient dégrader effectivement soit le revêtement de la terrasse, soit éventuellement l'étanchéité. Et là effectivement, les propriétaires, les utilisateurs de cette terrasse ont le devoir d'assurer un minimum de surveillance et d'entretien sur ces points-là. Et je suppose qu'une terrasse sur toit est plus exposée au vent, donc il faudra attacher ces plantes aussi ? Alors c'est possible, quand on a effectivement des végétaux qui sont cultivés dans des contenants un peu légers, pas suffisamment stables, il va falloir peut-être les amarrer, en tout cas les attacher ou s'assurer qu'ils soient placés dans des endroits où le vent ne risque pas de les emporter. Lorsqu'on a des végétaux beaucoup plus volumineux, ça peut être des arbres, ça peut être des buissons, il y a une prise au vent qui est importante et là aussi effectivement on peut être amené à les amarrer soit sur la façade, soit sur la balustrade pour s'assurer d'abord qu'ils ne versent pas sur la terrasse et ensuite qu'ils ne risquent pas de s'envoler. Mais il y a un autre point, Patricia, que je voudrais souligner, c'est tout le mobilier qu'on va mettre sur cette terrasse. Je pense aux coussins, je pense aux ballons, je pense aux objets qu'on utilise et qui souvent sont laissés sur la terrasse, qui en cas de vent risquent effectivement de se retrouver au-delà de la terrasse, sur la voirie, dans les jardins ou sur les terrasses avoisinantes. Alors avec une surface pareille, on peut peut-être installer une petite cabane ? Alors la cabane de jardin, effectivement, comme on la retrouve dans un jardin traditionnel, un petit réduit dans lequel on va mettre les coussins, on va mettre les outils, on va mettre quelques pots, du terreau, les outils de jardinage, pourquoi pas le barbecue, la plancha pendant l'hiver. Effectivement, quand on a la place, c'est intéressant d'avoir soit un grand placard, soit carrément un petit cabanon de jardin pour pouvoir y remiser effectivement tous ces accessoires et tous ces équipements de jardinage. Alors là, vous nous décrivez, Pierre, un environnement de vie idéal. Mais quand on part en vacances, qu'est-ce qu'on en fait ? On l'a vu tout à l'heure, l'arrosage automatique, ça va vous permettre de partir en vacances l'esprit libre. Ça permettra d'assurer l'arrosage pendant que vous ne serez pas là. Mais c'est vrai que sur une grande terrasse, c'est comme un jardin, il peut y avoir des incidents. Et donc, c'est plutôt astucieux de demander à une personne de venir régulièrement surveiller qu'effectivement, comme on le disait tout à l'heure, les coussins ne s'envolent pas, que le mobilier ne risque pas de s'envoler, puis que si jamais il y a un ou deux parasites, de pouvoir intervenir. Donc, c'est toujours plus prudent de faire appel à une tierce personne pour venir surveiller la terrasse. Super, merci Pierre pour tous ces conseils. Merci Patricia. Moi j'ai quelques amis là qui ont une belle terrasse, je pense que je vais leur demander de partir en vacances très vite et comme ça j'irai vérifier l'arrosage automatique. Belle idée. Bon, et quant à moi, chers auditeurs, je vous propose de vous retrouver très prochainement pour un nouveau podcast Rustica. Merci d'avoir suivi notre podcast et retrouvez tous nos conseils en kiosque dans le magazine Rustica ou sur rustica.fr.